9 minutes de retard, toutes nos sincères excuses pour ce démarrage tardif. Ma lettre. On enrageait déjà pour les morts par dizaines sur nos axes lourds de leur seul bilan funeste. On étouffait encore des morts insensés de la crise anglophone. Il va falloir s'étrangler de ces autres morts de l'incurie, ceux de l'immeuble écroulé à Douala il y a quelques jours, normalement précisément le week-end dernier. Non, il n'y a pas eu un séisme de magnitude 7 à Douala pour faire écrouler cet immeuble qui ne correspondait à aucune norme de construction. Oui, cela se voyait que cela allait arriver et personne n'a bougé le petit doigt jusqu'à ce que l'irréparable arrive. En attendant la prochaine catastrophe, nous parlerons ici ce soir avec mes invités de cette énième catastrophe que l'on aurait pu éviter. Vous l'avez compris, la thématique du jour, c'est l'actualité dans la ville de Douala avec l'effondrement d'immeubles, près de 33 morts pour ce qui est du bilan provisoire. Et on en parle avec nos invités déjà en plateau. Je commence par Georges Syriac Sabayem. Il est expert en questions foncières et surtout défenseur des droits humains. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Lille et bonsoir à vos copanélistes. Bonsoir également à vos millions de téléspectateurs dont j'imagine offusqués et chagrinés par la triste nouvelle de ce week-end. Je joins ma voix justement à toutes ces personnes-là pour transmettre ma profonde dévotion justement aux familles éprouvées par ce drame et un repos paisible à toutes ces personnes qui ont perdu la vie. Toutefois, je ne saurais manquer de féliciter tous ces corps qui se sont déployés pour justement œuvrer à ce qu'on ait au moins quelques survivants, même si je profiterai également de vos antennes pour faire un autre plaidoyer en termes d'intervention un peu plus rapide, parce que nous pensons que si l'intervention avait été un peu plus rapide, on aurait peut-être évité une telle hécatombe. Nous proposons que, à l'image justement des entraînements en cas d'urgence ou alors en cas de terrorisme, comme on le voit souvent dans les grandes compétitions, il sera peut-être aussi important de déployer souvent nos forces dans ce genre de scénario pour justement parer à ce genre d'événements pourtant pour le reste. Le débat n'a pas encore commencé, on en reparlera tout à l'heure. Cissé Bamanga, acteur politique, un habitant de la ville de Douala depuis pas mal d'années. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Aline, habitant de la ville de Douala et natif de Douala. J'ai l'habitude de dire à ceux qui me connaissent et ceux qui me suivent que dites à Elimbi Lobet et à Claude Abbé que je suis chez moi dans le littoral. Bon bref, c'était une parenthèse. Permettez-moi de joindre à ma voix aussi toutes mes condoléances à tous les Camerounais parce qu'aujourd'hui, c'est tout le pays qui est secoué. Vous verrez que, je sais que vous-même, vous avez perdu un proche mon cousin maternel dans ce qui s'est passé ce week-end. Nous avons été déchirés. Moi, j'ai perdu le goût de la vie dès ce week-end et j'ai envie de dire que ça ne suffit plus, ça ne suffit pas. Jusqu'à combien de morts on va compter? Parce que depuis le début de cette année, depuis janvier, je me suis amusé à calculer ce que je sais. Il y a d'autres que je ne connais pas. On est presque à 94 morts quand vous prenez le transport, la route, les accidents, les personnes qui sont mortes ou mortes parce que à cause des problèmes de famille, de passion, d'amour, tout ça, ça fait peur. Et puis, merci une fois de m'avoir invité. C'est un plaisir de vous avoir dans cet effondrement. D'ailleurs, j'ai perdu mon cousin maternel qui était dans la ville et voilà, la vie doit pouvoir continuer, poser les vraies problématiques et trouver des solutions pour que cela n'arrive pas. Nous avons un ingénieur en bâtiment sur ce plateau, Ulrich Stéphane Fotso. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Lille, bonsoir à tous les téléspectateurs de Canal 2 International. Je tiens déjà à adresser mes sincères condoléances aux familles des victimes. Et nous allons ce soir essayer de trouver des réponses et des solutions
ces différents effondrements que nous observons dans la ville de Douala. D'accord, merci d'être venu. On ira à Yaoundé retrouver Harold Zedom. Il est également ingénieur de génie civil. On espère qu'on aura avant la fin de ce programme Idriss Sangou, DJ Freeboy, c'est son nom d'artiste. C'est un rescapé de l'effondrement donc dans la ville de Douala. Je commence par vous, Georges Syriac. Il y a eu ce drame dans la ville de Douala, triple drame même, parce qu'on a eu un effondrement à Mobile Guinness, un autre effondrement à Ange-Raphaël et puis un autre à Bépanda. Justement, première réaction sur une succession de drames comme ça dans la ville? La première réaction, justement, c'est une réaction d'inquiétude. Inquiétude parce que on se pose la question de savoir jusqu'où on ira dans le vice, jusqu'où on ira dans cette persistance, dans l'inconscience d'un certain nombre d'acteurs intervenant justement dans la chaîne de construction des bâtiments. Au premier chef des accusés, il faut interpeller les promoteurs, c'est-à-dire ces personnes-là qui, bien qu'elles s'arrogent les services des ingénieurs, deviennent en quelque sorte, en fait, travaillent à la place des ingénieurs. C'est-à-dire que l'ingénieur qui fait des propositions qui respectent un certain nombre de normes se voit soumis justement au diktat du maître d'ouvrage. Et la précarité ambiante dans notre société fait en sorte que certains ingénieurs sont pratiquement soumis justement à ce diktat-là et ne travaillent pas dans le respect des normes prévues par la réglementation. Un autre facteur, c'est effectivement le fait que les actes d'urbanisme ne sont pas respectés dans notre cité. Et pourtant, auprès de nos institutions municipales, il y a tout un service ou alors il y a tout un programme justement de fourniture des actes d'urbanisme. Au rang toujours justement de ces personnes sans foi ni loi, c'est que justement, même lorsqu'elles se rapprochent des services municipaux pour obtenir des actes d'urbanisme, ces personnes ne respectent pas justement le cahier de charges qu'elles ont présenté aux autorités municipales. Vous allez voir quelqu'un qui va présenter un projet de construction d'un R+2, mais sur le terrain se met à ériger un bâtiment R+4 ou bien R+5. Et ceci n'est pas simplement l'apanage des personnes qui ne sont pas nantis, mais on voit effectivement que c'est une gangrène, c'est un malaise social, parce que je prendrai un exemple. À l'entrée de Bonanjo, il y a un bâtiment. Il y a un énorme bâtiment qui fait également l'objet d'une grosse polémique. Il se peut qu'à ce niveau-là, soit les ingénieurs n'ont pas suffisamment évalué la portée du sol qui pouvait supporter le bâtiment qui fait polémique actuellement, ou alors soit c'est, comme je le disais tout à l'heure, l'investisseur, le propriétaire, le maître d'ouvrage qui commande justement de déroger aux règles. Et dans ce monde où c'est le capital, c'est le financier, c'est l'argent qui commande, parfois on est obligé justement de soustraire aux règles de bon sens, ou alors aux règles, aux normes prévues par la réglementation pour justement satisfaire aux désirata justement du promoteur et au grand préjudice de toutes ces personnes-là qui encourent les risques. Si c'est le mois de juillet, inquiétude avec ces inondations, effondrements d'immeubles. Et aujourd'hui, on a, pour un bilan provisoire, 33 morts, 21 personnes blessées, internées à l'hôpital Akatini de Douala et aussi à l'hôpital des districts de Deido. Les fouilles se poursuivent toujours sur le terrain. La question quand même de la solidité des immeubles se pose. Écoutez, Eline, en tant qu'un jeune homme politique, je pense qu'il faut percer la plaie, il faut dire la vérité à ceux qui nous regardent ce soir. Moi, je veux donner quelques lignes ici. Premièrement, il y a un gros problème de logement dans notre pays, le Cameroun. Comment on fait pour se loger ? Déjà, ça c'est le premier problème. Les Camerounais n'ont pas de logement. Il suffit que vous arrivez à 22h, 23h, vous verrez comment les Camerounais dorment. Ils dorment comme la sardine. Allez dans les stations, vous verrez des personnes dormir sur les motos. Allez dans les maisons, vous verrez qu'il n'y a même pas d'espace. Il y a des personnes qui dorment à 10, à 20, à 30, à 40. Il y a un gros problème de logement dans notre pays. Et même quand on réussit à avoir un logement comme sur la route d'Onjo, on vous dit
appartements à partir de 40 millions. Dans un pays très pauvre où, tout à l'heure, avant de venir ici, j'ai fait un check-in où on me disait qu'on vit avec moins de 600 francs au Cameroun, 45% des Camerounais. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, les ingénieurs, on en a un ici sur le plateau. Je pense que notre pays peut-être fournit des ingénieurs, mais notre pays ne respecte pas ces ingénieurs et ne prend pas aussi ces ingénieurs au sérieux. Parce que j'ai essayé de fouiller, voir tous les gros projets de ces dernières années. Je ne vois aucun ingénieur camerounais qui est au premier plan. Je peux vous en citer la Lompanga, je peux vous citer même comment on appelle ça, le pont sur le Vouri. Nos ingénieurs jouent des piètres plans, si vous voulez, ou alors des rôles vraiment minimales qui ne servent à rien, alors qu'ils se disent qu'ils sont des grands ingénieurs. La troisième chose, rapidement, il y a les matériaux de construction aujourd'hui. D'où j'attire l'attention de mon cher et ami aîné, M. Baero, qui est à la Nord. Parce qu'aujourd'hui, ces matériaux-là, le fer et tout, je ne m'y connais pas en bâtiment, mais je me dis qu'il y a quand même la Nord qui est censée mettre l'œil, ou alors qui est censée ouvrir l'œil sur toutes ces choses-là. Mais je ne sais pas s'ils font leur travail. Savez-vous que s'il faut vraiment construire, s'il faut bâtir une maison, il y a par exemple des choses qui doivent entrer en jeu. Genre, regardez quel genre de sol. Nous avons la malchance ou alors la bonne chance que le cas de Douala, par exemple, le sol, c'est le sable, c'est l'argile frais. Donc, le sol de Douala est très fragile. Donc, pour construire à Douala, n'importe où vous êtes, vous devez d'abord aller vers les experts qui s'y connaissent en matière de sol pour qu'ils vous disent, bon, ok, ils viennent ici. Mais qui le fait? Personne ne le fait. Et aujourd'hui, il faut aussi tirer vraiment à boulet rouge sur ceux-là qui donnent le permis de bâtir. Ceux-là qui donnent le permis de bâtir sont d'un laxisme, on ne comprend pas. Comment comprendre que ce bâtiment qu'on appelait immeuble de la mort, ça fait combien d'années qu'on connaît? 10 ans qu'on connaît que c'est l'immeuble de la mort. Aujourd'hui, le recensement, donc il y a plus de 500 immeubles, pour ne pas dire maisons à Douala, qu'on doit détruire. Qu'est-ce qu'on fait? On ne fait rien. Vous avez pris tout à l'heure un cas à dessin de l'immeuble qui est à l'entrée de Bonanjo. Allez à partir de 20h, là, vous verrez que les Camerounais boivent là-bas. Hein? Et si un jour quelque chose arrive là-bas, ça va être une catastrophe. Ça va être la même catastrophe qu'un avion qui est tombé. Et vraiment, moi, je suis très en colère. Je pense que les responsabilités sont partagées, mais le gouvernement à 60% ne fait pas son travail. Et je peux shooter en disant que tous ces gens que je vous ai cités, qui doivent faire leur travail, ce sont les militants d'un seul parti. Parce que des fois, quand vous allez... Non, je vais vous expliquer, je vais vous faire une analyse après. S'il vous plaît, c'est pas une je vais vous faire une analyse malheureusement dessus. Parce que les personnes qui sont décédées là sur le terrain, on ne sait pas si ces gens appartenaient à X. Je ne parle pas de militants, mais je parle de responsables. Je ne voudrais pas que vous évoquiez. D'accord, je respecte votre plateau et puis je ne vais pas prendre cet angle d'analyse. Ulrich, s'il vous plaît, vous êtes ingénieur. Comment comprendre qu'un immeuble construit il y a 10 ans se retrouve aujourd'hui à s'écrouler comme un château de cartes? Bien, merci Lille. Déjà, je veux ici préciser que pour garantir le respect des normes d'un bâtiment, plusieurs étapes doivent être respectées. Donc, nous avons déjà l'étude de faisabilité du projet. Est-ce que dans cette zone-là, est-ce qu'il y a une étude de faisabilité qui a été effectuée? Nous avons l'étape de la conception en elle-même du bâtiment. Est-ce qu'il y a une conception effective qui a été faite? Parce que nous rencontrons généralement des clients, des maîtres d'ouvrage qui eux-mêmes essayent d'esquisser leur bâtiment, puis le donnent pour réaliser. Donc déjà, est-ce que cette étape-là a été respectée? Après maintenant cette étape de conception et d'étude du projet, est-ce qu'il y a eu un appel d'offres? Parce qu'il faut noter ici qu'on ne peut pas être juge et partie. On se rend compte que vous pouvez être bureau d'études, responsable des études du projet, puis vous trouvez encore sur le terrain en train de faire le suivi des travaux. Donc, mais est-ce que pour un individu, un personnel, il n'a pas de moyen d'aller regarder tout un cabinet, toutes les études? C'est un particulier qui a décidé de construire son immeuble et mettre en location.
Comment expliquer sans donc permis de bâtir, comment, oui, selon les informations qu'on a eues après la visite du ministre, c'est que lui n'avait même pas de permis de bâtir. Comment est-ce qu'on en arrive à ce que un immeuble soit debout pendant une dizaine d'années et aujourd'hui se retrouve en train de tuer de nombreuses personnes? Qu'est-ce qui n'a pas marché dès la base? Est-ce que c'est le béton? Est-ce que c'est le fer? Est-ce que c'est le sol même? Est-ce que c'est l'attitude du propriétaire ou même des locataires dans l'immeuble? Bien, nous ne pouvons pas répondre à cette question de façon précise, puisque vous avez bel et bien énuméré plusieurs causes. Vous voyez, donc ces différentes causes-là doivent être étudiées au cas par cas pour pouvoir ressortir la Ce qu'on vous cause demande, c'est réelle. quelles sont les possibilités Oui, pour retrouver un immeuble aujourd'hui qui, du jour au lendemain, s'affaisse. bien, vous pouvez avoir une étude du sol qui a été mal réalisée par le laboratoire d'études géotechniques. Vous pouvez avoir un calcul de structure qui n'a pas été bien effectué. Vous pouvez avoir un suivi des travaux sur le terrain qui n'est pas pris très au sérieux. Voilà, vous pouvez avoir la qualité des matériaux de construction qui ne respectent pas les normes, voilà, avec les contrefaçons, voilà. Donc, il faut aussi relever le jonglage qu'on veut souvent faire lorsqu'on construit. C'est-à-dire que, et là vous êtes ingénieur, vous êtes même mieux placé pour dénoncer cet état de choses. Moi, on a vu des maîtres d'ouvrage où l'ingénieur dit à tel endroit, il faut par exemple le fer de 12 et le propriétaire ou alors le maître d'ouvrage dit non, jongle avec le fer de 8 ou de 10. Ça, ce sont des faits. Et en termes justement de matériaux, il faut dire qu'il y a une très grosse évolution au niveau du Cameroun parce que l'État du Cameroun a pris la résolution d'interdire l'importation des fers. Et c'est pourquoi justement la part belle de la fabrication des fers appartient justement aux pionniers tels que Prométhal, les aciéries du Cameroun et Métafrique. Donc à ce niveau-là, il y a quand même une évolution. Mais maintenant, moi je dis le problème c'est au niveau du jonglage. C'est-à-dire que vous avez un bâtiment de 1 plus et poussière. Déjà même aussi, Cyriac, il y a que, est-ce que sur un endroit d'une zone humide, par exemple dans la zone de Mobile Guinness là, est-ce qu'il y a la possibilité d'aller à R+4 au regard de la nature même du sol et des risques dans cet endroit-là? bien, lorsque on décide de faire une étude du sol, c'est pour effectivement effectuer une étude de faisabilité et avoir une contrainte du sol. Si le laboratoire d'études géotechniques se rend compte que la contrainte du sol est très basse, est très faible, elle va proposer des solutions avec la consolidation du sol. Donc, ce qu'elle va faire, elle va dire, vous allez aller à telle profondeur, vous allez fouiller vous allez consolider avec telle épaisseur de matériaux, avec telle fréquence, pour obtenir une contrainte bien définie que l'ingénieur va plus tard utiliser pour le calcul de structure. Donc, on ne peut pas dire d'entrée que on ne pouvait pas construire à cet endroit-là, puisqu'avec les résultats du cabinet d'études géotechniques, l'ingénieur peut adapter des fondations qui peuvent tenir. Voilà, donc... D'accord. Alors, Georges, à qui la faute dans cette affaire? Parce que vous avez déjà un homme qui décide de construire un immeuble sans avoir de permis de bâtir. Oui. Et dans une zone à risque. Ça, il faut le dire. Je vais rejoindre Cissé. Douala, en fait, est risqué à tous les endroits. Mais sauf que je dis, il appartient de notre responsabilité, justement, de savoir mesurer le risque. Vous avez fait vous avez élaboré un plan de construction d'un R+2 que la communauté urbaine a peut-être validé parce que vous lui avez présenté tous ces plans. Et comme la communauté urbaine a justement une vision, en fait, une vue panoramique en termes des postes, c'est-à-dire plan d'occupation du sol, les plans directeurs d'urbanisme, la communauté urbaine est capable à ce niveau-là de vous dire, mais non, l'endroit où vous allez construire là, ça ne peut pas supporter ce bâtiment. Et à côté de ça également, il faut le dire, en termes de responsabilité, il y a la corruption de certains agents qui, justement, foulent au pied les règles, les principes, l'éthique proposés justement par ces institutions municipales là pour justement laisser faire un certain nombre de dérives que nous voyons là. Donc, en termes justement de matériaux, moi je dis, il y a cet élément-là.
c'est c'est ce qu'on appelle, je dis, pour que les gens nous écoutent, c'est le jonglage. C'est-à-dire qu'à un endroit où il faut mettre un dosage à X%, le maître d'ouvrage se permet de dire non, tu peux le faire à moins parce que... Il y a le ciment qui n'est pas bien dosé, le fer de 10 qui part au fer de 6. Et à côté de là aussi, en termes de responsabilité, on ne peut pas nier la responsabilité de ces ingénieurs qui ne sont pas suffisamment outillés moralement pour dire ben non, je ne peux pas m'engager à mettre sur pied un ouvrage qui ne respecte pas les canaux. Et cela peut trouver sa justification dans la précarité que j'évoquais actuellement. On a beaucoup d'ingénieurs qui sortent des écoles, mais qui ne sont pas employés, qui ne sont pas utilisés. À côté de cette cuvée d'ingénieurs non exploités, il y a également une cuvée d'ingénieurs qui n'ont qu'acheté les diplômes. Or, vous pouvez acheter vos diplômes, mais vous ne pouvez pas acheter la connaissance. Et on a donc dans la place publique comme ça, un parterre ou alors un panel de charlatans qui prêtent des services. Excusez-moi, je ne suis pas violent là-dessus, mais ce sont des faits. Parce que lorsque moi j'ai suivi les témoignages des personnes qui ont parlé du bâtiment, on vous dit, c'est depuis qu'on parlait de cet immeuble de la mort, si c'est là mentionné ici, mais il va aussi de la responsabilité des personnes qui décident de vendre leur vie à vil prix. C'est-à-dire que vous savez exactement que cet immeuble appelé immeuble de la mort, c'est dans une zone assez difficile. Et vous décidez quand même d'y habiter malgré les fissures, parce que vous avez des témoignages des personnes qui vous disent que en arrivant ici, vraiment, il y a des fissures, mais le bailleur a dit qu'il va voir. Il va quand même de la responsabilité au-dessus de chaque individu de protéger sa propre vie. Écoutez, Lynn, je disais tantôt que les responsabilités sont partagées. Mais n'oublions pas que nous ne vivons pas dans une jungle. Nous sommes dans un État, nous sommes dans un pays, nous sommes dans une grande ville. J'ai envie de dire que c'est la plus grosse capitale en Afrique centrale, si vous voulez. Douala, c'est quand même... c'est pas une petite capitale. Moi, je vais taper la main sur la table ici, sur les autorités, ceux qui donnent le permis de bâtir, ceux qui donnent les permis de construire, ceux qui encadrent la construction dans la ville de Douala. Ils sont d'un laxisme total. Ce n'est pas une question... Non, c'est la complicité municipalité. C'est pas une question de délivrance de permis de bâtir ou alors de tous ces paperasses-là qui entourent la construction. Il y a une complicité. D'où vient-il qu'ils sont au courant? Je vous dis. Il y a un travail qui a été fait. Il y a plus de 500 bâtiments. Depuis 2016. 500 bâtiments, je vous dis. Depuis que l'immeuble était tombé en Commando, c'est tombé ici au carrefour Roger Mila, où j'ai perdu un camarade de classe. Ça allait un peu dans tous les sens. Je vous dis, on a recensé 500 bâtiments connus par les autorités qui nous regardent ce soir, parce que le thème de ce soir quand même, ça permet à ce que vous ne bougez pas, vous nous regardez, mais ils sont d'un laxisme, ça c'est la première chose. La deuxième chose, je vous ai dit que pour avoir un permis de bâtir, vous avez parlé du mot jonglage, je dis tout le monde jongle à tous les niveaux. À tous les niveaux. Deux fois, dès que vous arrivez même au niveau des autorités compétentes, c'est là où, à l'entrée, là, que ces gars qui sont des démarcheurs vous démontrent qu'ils vous ont dit combien. Non, c'est tel, c'est cher. Je connais comment je peux vous faire les permis provisoires, vous construisez les maisons. 1, 2, 3. Voilà, alors, voilà notre pays. Et moi, j'attire ici l'attention aujourd'hui. Je pense que trop, c'est trop. Moi, je pense que si une fois de plus, tous les ans, on va nous annoncer, parce que le préfet, je le salue, qu'il avait fait une très belle note disant que la saison de pluie arrive, écoutez, faites attention, machin et tout. Ça reste sur le papier. Le maire de ville, que je salue d'ailleurs aussi, avait fait une grosse campagne qui était peut-être restée sur les réseaux sociaux. Ça n'avait pas bougé, ça n'avait pas circulé. Pourquoi pas dès demain, là? Dès demain, on sort là. Allez, on voit cette maison, ça ne respecte pas la norme, on casse. Mais pour faire ça aussi, il faut que derrière, l'État du Cameroun aussi respecte sa part d'engagement. On est dans un pays, quelle est la politique de logement? Ça, c'est la première chose que je vous ai fait part. On est dans un pays que même si vous avez la chance, un privilégié comme vous, moi et elle quand même, qui travaille dans un endroit, Canal 2, c'est quand même beau. Vous travaillez, vous ne pouvez pas avoir un logement. Ça, c'est un autre problème. Alors, moi, je viens ce soir, je dis, j'ai voulu pointer les politiques, mais dommage que c'est pas, vous ne voulez pas qu'on politise le débat, bien que je suis un homme politique. On connaît ceux qui amènent les mauvais matériaux pour faire les constructions. On connaît ceux qui ne respectent pas les normes. Vous verrez un immeuble dans mon quartier, c'est un 6 niveaux. Vous ne pouvez pas toucher. On va vous dire, ah, c'est le président de section du FSNC qui a ça. Oh, c'est M. Bamanga qui a cet immeuble. Vous voyez un mauvais fer. Vous partez, vous dites, ah,
vous savez, c'est monsieur Jean-Pierre tel XY qui fait venir le faire, il est membre du comité, machin. Vous voyez, tout ça, le politique est derrière. C'est-à-dire, il y a des politiques qui sont là, ils sont intouchables, ils font du mauvais travail, ils fournissent les mauvais matériaux aux gens et le pauvre ne fait que mourir. Je pense que s'il y a une bonne politique qui est mise en place, qui pense au logement déjà premier, parce que le logement au Cameroun, c'est un gros problème. Et même quand vous êtes un privilégié, je suis pas là, comme nous, combien coûte un appartement dans un pays où on sait que le SMIC, je vous ai rappelé ça tout à l'heure lors de ma première prise de parole, c'est déplorable, c'est triste que ceux qui c'est bien compris. N'ont pas mis l'être humain au centre. Surtout que sur le terrain, selon les dernières informations, les gens sont allés vers cet immeuble parce que ça coûtait moins cher en termes de prix, 10 000 la chambre, 20 000 studios, etc. Des prix qui ont été évoqués comme ça sur le terrain. Alors, Ulrich, les normes même de construction, ce sont lesquelles en fait? Pour ceux qui ne comprennent vraiment pas ce qui s'est passé sur le terrain, parce qu'il y a eu quand même une série de 3 cas en un week-end, on se demande quelles sont les normes véritables de construction. Bien, lorsque on se rapproche d'un bureau d'études techniques, il y a plusieurs normes qui sont utilisées. Maintenant, c'est au bureau d'études de définir les normes avec lesquelles elle va travailler. Il faudra juste que ces normes soient mentionnées et qu'elles soient encore en vigueur. Si on veut citer les normes, la liste est très longue. Donc, déjà, pour des études géotechniques, nous avons des normes spécifiques pour des études géotechniques. Voilà. Pour les calculs de structure béton armé, nous avons des normes pour des calculs... Dans une zone comme Douala, vraiment pour rester un peu dans la ville de Douala, pour une ville où le sol est suffisamment fragile, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire, les préalables, avant de construire une maison et décider que ce soit un R+1, R+2 et R+3? Bien. Les préalables, comme je l'ai dit d'entrée, l'étude de faisabilité. Après l'étude de faisabilité, il faudra que l'architecte, puisque lui, il est le principal... On n'a pas les architectes ici, hein? Non, je suis en train de vous m'avez demandé quel est l'ordre, qu'est-ce qu'il faut réellement pour respecter... Mais il faut tenir compte aussi de la population lambda. C'est-à-dire que celui qui prend son cousin à la maison, qui prend un proche pour venir tourner le sable, acheter le fer et qui ne maîtrise véritablement pas. Il faut tenir compte de cela lorsque il faut évoquer certaines normes, bien sûr. Oui, pour éviter, nous ne pouvons pas risquer la vie. Vous voyez, nous ne pouvons pas risquer la vie de la population parce qu'un maître d'ouvrage ne veut pas se rapprocher des professionnels du métier. Vous voyez un peu, s'il n'y a pas de moyens pour construire un bâtiment en se rapprochant de ces professionnels du métier-là, il faut qu'ils soient patients d'eux. Mais Georges l'a dit tout à l'heure, que vous avez des ingénieurs même qui sont là et qui, à la place du fer de 10, vous amènent des fers de 5, je ne sais pas si ça existe, au lieu de faire un ciment avec un dosage précis, arrivent à faire des économies et vous vous retrouvez sur le terrain avec des immeubles qui s'effondrent au quotidien. Mais est-ce que l'ingénieur, lui, va décider d'utiliser les fers de 10 au lieu des fers de 12? Parce que nous sommes un peu en train d'entrer dans un sujet qui peut être un peu, qui peut être très, très poussé. Pourquoi? Parce que nous pouvons construire, nous pouvons ferrailler, je vais prendre un exemple précis, nous pouvons ferrailler une poutre avec un nombre de barres de fer de 10 précis, au lieu de le faire avec un nombre de barres de fer de 12 précis. Par exemple, on peut ferrailler une poutre avec, par exemple, 10 barres de 12, 10 barres de fer de 10, au lieu peut-être de 8 barres de fer de 12. Vous voyez un peu. Donc, la question ici n'est pas le diamètre des barres de fer utilisées. Vous voyez un peu. La question n'est pas le diamètre. Pourquoi les immeubles s'effondrent si ce n'est pas là la question, en fait? Je peux oui, allez-y. En fait, c'est que elle fait bien de poser la question. C'est quoi les préalables? En tant que juriste, en tant que justement expert de ces questions foncières, le préalable, c'est est-ce que le terrain sur lequel je veux bâtir ma maison est constructible?
Parce que si vous allez par exemple dans un marécage qui est un domaine public artificiel où il n'est pas autorisé d'ériger un bâtiment, ça pose déjà problème. Donc, il est important, avant d'ériger un bâtiment, de vous rendre justement dans les services compétents de la municipalité de votre lieu de résidence. C'est à partir de là qu'ils pourront vous dire, est-ce que vous pouvez faire tel ou tel type de construction. Il est possible que vous arriviez avec un projet de R+5, les services de la mairie vous disent que non, cette zone-là ne peut pas. Mais je vous assure, au regard du charlatanisme justement, de certains... Et si vous insistez, ils vont là-bas, ils cassent cela. Ou alors ils prennent le bâtiment, ils rendent ça un bâtiment public. Ou je suis d'accord, ce sont ces éléments de corruption. Mais moi je dis d'abord, la sécurité, pour moi c'est d'abord individuel. Parce que si on vous dit, mais non, vous ne pouvez pas construire un truc de R+1, et vous allez quand même, vous lever les murs pour justement empêcher qu'on voit les travaux qui sont en train d'être faits dans l'enclos, non seulement vous n'êtes pas conscient, vous mettez en péril votre propre sécurité et la sécurité justement de ces personnes-là qui vont habiter et à des sommes d'argent trébuchantes. Avant de poursuivre avec votre expertise, on va recevoir justement ce que nous avons choisi de l'appeler un rescapé de l'effondrement de Mobile Guinness, Idriss Sangou. Son nom d'artiste est DJ Freeboy. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Comment vous allez? Je ne vais pas dire que je vais bien. Juste Dieu merci. Alors, on a la chance de vous avoir. Vous êtes dans cet immeuble de Mobile depuis combien de temps exactement? Et pourquoi est-ce que vous avez choisi d'aller habiter là-bas? 2 ans et demi déjà. Ouais, 2 ans et demi déjà que je suis là. Et j'ai choisi d'être là-bas parce que je cherchais vraiment à mettre mon studio. C'était un lieu de service, ce n'était pas où j'habitais en fait. Ouais. J'ai choisi d'être là-bas parce que je voulais vraiment mettre le studio dans un immeuble. Ouais. Et surtout à l'étage, parce que sous la terre, parfois, sur la terre en fait, pour moi, autant pour moi, parfois il y a trop de bruit. Si ce n'est pas le bruit des motos qui passent, c'est pas bien pour un studio. Mais on appelait cet immeuble de la mort. Vous étiez au courant? Et pourquoi est-ce qu'on l'appelait comme ça? Vous qui étiez là-bas dans cet immeuble, la présentation physique de cet immeuble, c'était quoi? En fait, j'ai demandé pourquoi on appelait l'immeuble de la mort. C'est quand j'ai parti déjà 1 an et demi qu'on m'a dit qu'on appelait là-bas l'immeuble de la mort. Et j'ai posé la question pourquoi on appelait comme ça. On m'a dit que c'est juste le père qui ne voulait pas des gens en fait. Donc il aimait rester seul. Et un peu de méchanceté, mais pas tellement. Et pour ce qui est des fissures, parce qu'on parle des fissures depuis pas mal de temps déjà sur cet immeuble-là, on parle de la mauvaise qualité du matériel utilisé dans cet immeuble-là. Vous qui êtes là-bas, est-ce que vous l'avez remarqué? Parce qu'il y a même aussi le technicien qui a fait l'installation des eaux qui s'est plaint justement d'un certain nombre de choses au niveau de l'immeuble. Vous avez constaté quoi? Bon, c'était pas... Bon, quand il y a un cas comme ça, là, chacun dit ce qu'il veut. Ouais. C'est ça qu'on vous a, puisque vous étiez là-bas, vous êtes locataire là-bas. Chacun parle de ce qu'il... Même pas ce qu'il a vu, en fait. Oui. Moi, je n'étais pas au courant. Plusieurs fois, on a regardé la fondation, qui était bien faite. Parce que c'était un sous-sol. Si vraiment, c'était comme ils sont en train de dire. Moi, personnellement, je quittais, j'abandonnais. Même si j'avais fini 5 ans là-bas, j'abandonnais. Je ne peux pas accepter de rester dans l'immeuble qui est peut-être déjà fatigué. Mais vous avez, on a des témoignages des personnes qui sont rescapées comme vous. Je commence d'abord par là. Comment est-ce que vous avez pu vous en sortir de ces décombres-là? Est-ce que vous étiez où exactement et qu'est-ce qui s'est passé pour On peut dire que j'ai libéré la pièce à 23h30. J'arrive à la maison à moins de 30 minutes. On m'appelle. On me dit de revenir parce que mon petit frère vivait là. Aïe, aïe, aïe. Oui, mon petit frère vivait là. Comme il était proche, il est à l'hôpital. Oui, sa santé, son état critique, ça va? Oui, ça va pour le mieux. Heureusement. Juste les pieds qu'il a eu. Ouais. Un choc. Et quand vous êtes arrivé, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, je suis d'abord allé à l'hôpital voir comment il allait, parler quand même, avant de me rendre à... Je suis arrivé, trouver l'immeuble par terre. Vous avez perdu votre studio avec tout le matériel. Oui. Et les autres, il y avait combien de personnes dans cet immeuble? C'était combien d'appartements, de chambres, de studios? Vous avez une idée? Bon, je peux juste maîtriser le haut. Le haut, déjà, je sais qu'il y avait 10 chambres. Oui, 10 chambres.
Au deuxième niveau, il y avait les studios et les chambres. Rez-de-chaussée aussi, studio chambres. Plus de jeunes, parce qu'on a dit que c'était un immeuble avec des locataires assez relativement jeunes. Non, pas forcément. D'accord. Il y avait moins de jeunes en fait. Oui. Beaucoup de courage à vous. On reviendra pour la suite vers vous. Je voudrais rester donc avec vous, Ulrich. Vous parliez tout à l'heure des normes, en rappelant d'abord que le ministre Célestine Ketcha-Cortez était justement dans la ville, le ministre de l'Habitat et du Développement urbain. Vous avez vu les images tout à l'heure. Elle exige des autorités le ralentissement des délais d'obtention des permis de bâtir, la prévention de l'habitat spontané, le respect des règles d'urbanisme, des normes de construction, le déguerpissement des personnes installées dans ces zones à risque-là, en précisant justement que les autorités administratives et même municipales doivent tout faire pour que ces zones à risque ne soient plus habitées. Les opérations de secours sont en cours, puisque c'est depuis la nuit de samedi à dimanche que le drame s'est produit. Actuellement, il y a des malades internés à l'hôpital. Vous pouvez d'ailleurs regarder en images, selon le bilan provisoire. La ville, selon Madame Célestine Ketcha-Cortez, la ministre, est en état d'urgence dans l'action. Donc voilà un peu ce qui est fait. On parle d'habitat spontané, on parle de respect, c'est le mot qui revient, des normes de construction. Oui. Allez-y. Le respect des normes de construction. Je voulais dire, dans le cadre d'une étude géotechnique, plusieurs normes peuvent être utilisées. Maintenant, le bureau d'études géotechniques doit spécifier cette norme-là dans le dossier technique. Cette norme-là doit, une fois le dossier constituant le permis de bâtir devant les autorités compétentes, ils sont capables de dire, voilà, cette norme-ci n'est plus en vigueur, cette norme-ci est en vigueur. Vous voyez? Voilà. Mais toutefois, les normes utilisées pour des calculs doivent être spécifiées dans le dossier technique. Ça, c'est pour tous les volets, que ce soit le volet d'études géotechniques. Et vous, en tant qu'ingénieur, et que vous avez observé depuis quelque temps l'effondrement des immeubles, est-ce que vous avez fait une étude personnelle pour essayer de comprendre ce qui se passe? Qu'est-ce qui n'a pas marché et où? Oui. On constate en fait déjà un laxisme des maîtres d'ouvrage en ce qui concerne les études géotechniques. Ça, la majorité des immeubles qui se fondent aujourd'hui ont pour cause le sol. Le sol n'est pas bon. Le bâtiment s'est affaissé. Vous voyez? Les maîtres d'ouvrage ne veulent pas payer des études géotechniques. Les maîtres d'ouvrage ne veulent pas payer des études géotechniques. Des fois, certains entrepreneurs ou bien certains bureaux d'études techniques peuvent être confrontés à cette situation-là. Il n'y a pas des études géotechniques. On veut construire un R+3. Il n'y a pas d'études géotechniques. Le maître d'ouvrage ne veut pas payer. On se lance dans l'avenir. Alors, Georges, il y a des mesures qui ont été prises. Je voudrais qu'on avance là-dessus. Des mesures qui ont été prises par la ministre. Après son séjour ici, il faut ralentir les délais d'obtention des permis de bâtir. Il faut prévenir les habitats spontanés. Ça pourrait aller. Construction anarchique dans les zones à risque, déguerpir automatiquement les personnes qui sont installées dans ces zones-là pour éviter des catastrophes. Mais je veux bien croire que Madame le ministre n'ait pas préconisé ces mesures sous l'effet de l'émotion, parce que il faut reconnaître que même le document portant stratégie nationale de développement dit que il y a une sérieuse crise de logement au Cameroun. Et cette crise de logement est due justement à la difficulté d'accès aux fonciers, à la cherté justement des matériaux de construction. Donc, dans l'urgence, il ne faut pas plutôt aggraver le problème. Il faut traiter le problème au cas par cas. Parce que justement, c'est l'inaccessibilité aux fonciers, la cherté des matériaux qui crée effectivement les habitats spontanés. Et dont la solution, il faut être très méticuleux dans la solution, parce que ça, nous l'avons toujours dit. Et la plupart, justement, des experts sur le foncier sont formés là-dessus. Déguerpir les gens sans penser
à leur recasement, vous n'avez que déplacer le problème. Déguerpir les gens sans penser justement à le faire, vous n'avez que déplacer le problème. Et aujourd'hui, je pense que si certaines institutions municipales est déconcentrée sur cette émission, elles vont se rendre compte que nous, depuis 2014, on avait tiré la sonnette d'alarme sur le bois des Seiges. Est-ce que vous savez, Lille, qu'aujourd'hui, au bois des Seiges, mais vous n'avez pas les moyens, vous ne pouvez pas construire au bois des Seiges. Or, le bois des Seiges est une zone qui nous protégeait justement des vents violents qui venaient de la mer. La mangrove du bois des Seiges était une barrière naturelle contre justement ces intempéries qui venaient de la mer. Mais aujourd'hui, on construit là-bas, on a érigé des très gros bâtiments. Nous, en 2014, j'ai marché au bois des Seiges, je suis sûr qu'aujourd'hui, je ne sais même plus quelle est l'entrée. Mais on a fait une enquête là-dessus pour dire, écoutez, et on travaillait justement sur les conséquences, les méfaits des évictions forcées, en disant aux gens, en disant aux autorités, lorsque vous cassez les gens de façon massive à tel endroit, pensez à les recaser, ou alors pensez à leur donner des lots où ces personnes peuvent habiter. Parce que si vous ne le faites pas, ces personnes vont quitter de là où vous les avez déguerpis et elles vont aller s'installer sur des zones non édificantes. Donc, on ne déplace que le problème. Et c'est pourquoi je dis qu'il faudrait que Madame le ministre soit très prudent là-dessus, parce que nous connaissons sa détermination à promouvoir de l'habitat. Mais il ne faut pas déplacer le problème, il faut être très méticuleux à ce niveau-là, effectivement. Mais dans l'urgence, parce que même ça, le droit l'autorise, dans l'urgence, où quelqu'un est dans une situation où l'habitat qu'il occupe, ou alors qu'elle occupe, est un risque pour sa sécurité, on peut faire partie de cette personne dans l'urgence, mais tout en humanisant son départ. Un peu comme ce qui s'est passé à Bépanda, où les gens ont constaté qu'il y avait déjà un tremblement, tous sont partis et ont libéré. Voilà. Il ne faut pas aussi se lever comme ça et aller déguerpir les gens. Non, il faut humaniser le départ et en préconisant justement des mesures de relogement ou de recasement. Si on est... La pluviométrie ne fait que commencer, il y a l'alerte. Il a plu justement successivement pendant 2 jours et on arrive à cette catastrophe-là. On a le mois de juillet, août, septembre qui s'annonce intense. Ça veut dire qu'on n'est pas encore à l'abri d'autres effondrements. Et est-ce que ces mesures prises là de façon spontanée par nos autorités, ça pourrait quand même anéantir quelques chocs? Écoutez, je ne sais pas si vous avez vu la météo, parce que moi, quand j'étais petit, je me rappelle, à la CRTV, excusez-moi pour la publicité, je voyais quand même la météo. Aujourd'hui, on ne voit la météo nulle part. Non, ça existe. Chaque jour, avant et après le journal, à la télévision nationale, on a la météo. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu la météo. Il faut regarder. Ça passe toujours avant le journal. Ça, c'est la même quand je vais dans les services, on apprend. J'ai reçu le chef de météo. On apprend comment on fait des créneaux là-bas. Oui, pour rester plus sérieux, je vais vous dire que toutes ces mesures qui ont été prises, c'est des mesures du jour au lendemain, elles vont s'envoler comme de la poudre de perlipimpin. Ralentir les permis de bâtir. Moi, j'ai coché cela. Pour moi, pour être plus sérieux, parce que ceux qui sont aujourd'hui aux côtés de tous ces paperasses qu'il faut aller chercher pour bâtir ont monté leur incapacité, 2 leur laxisme. Moi, je pense que je vais profiter ici, disant à vos caméras de Canal 2 que l'État reprenne cette chose-là. Toutes les paperasses qui sont autour de la construction, pourquoi ne pas donner ça au service des gouverneurs, aux préfets qui sont un peu plus sérieux, à mon avis. La deuxième chose, vous parlez tout à l'heure de la dangerosité, de la santé et de la sécurité pour ceux qui habitent dans nos villes. Mais j'ai envie de vous dire que ça commence par les anciens logements. Allez à Bonamoussa, vous voyez les anciens logements. Moi, j'ai eu la chance d'aller voir un frère qui habite là-bas. De l'extérieur, ça vous fait peur. N'en parlons pas de l'intérieur. C'est encore du bricolage. Qu'est-ce que l'État fait? Qu'est-ce que Madame le ministre qui a fait une sortie aujourd'hui, qui ne nous annonce pas, par exemple, la politique de logement ou de l'urbanisme, ou même la vraie politique Elle appelle au respect des règles d'urbanisme. Mais avant qu'on ait suivi des personnes qui ont dit, mais ça n'avance pas. Il faut frapper la main sur la table. Monsieur, vous êtes un miraculé. J'ai envie de vous dire que ne cessez pas de dire merci au Seigneur. Je ne sais pas si vous étiez musulman, je vais vous montrer comment on fait la mosquée de grâce chez nous. Mais allez faire une église de grâce parce que Dieu vous aime beaucoup et c'est un signe que Dieu vous donne. Combien de Camerounais aujourd'hui sont dans la situation de l'immeuble de la mort? Moi Yvonne en a parlé en off. Il y a un immeuble à Mbopi, bien connu, bien connu, visible à Mbopi, qui est attaché avec les fils barbelés connus.
L'immeuble, c'est là en Bopi. Dans mon propre quartier, dans ma commune, autant pour moi, je connais des maisons qui ont commencé par chambre, salon, et après on a mis 2, 3 poteaux, après aujourd'hui c'est un immeuble de 4 niveaux. Je m'amuse souvent à dire aux gens que même si tu me payes là, je ne reste pas là. Et ça avec la complicité de qui? De ceux qui gèrent toutes les paperasses qui sont autour de trucs. Maintenant, je vous ai dit ce qui se passe, c'est le laxisme de tout le monde. C'est bien compris. C'est-à-dire de ceux qui sont là pour donner les paperasses et de nous aussi. Mais on est dans un pays où aujourd'hui la politique du Cameroun a rendu tout le monde dangereux. Personne ne fait plus confiance à personne. Moi, je ne fais pas confiance à mon gouvernement parce que même pour avoir un carte d'identité, c'est tout un problème. Vous voulez que je les fasse confiance pour venir sur mon terrain et dire que je dois faire X, Y à terme d'argent. Voilà, oui, c'est compris. Alors, DJ Freeboy, votre souhait aujourd'hui, après tout ce que vous avez vécu, quand vous regardez, vous partez d'un immeuble quelques minutes après cet effondrement, vous avez un frère qui a la jambe cassée, qui est à l'hôpital, vous avez des personnes qu'on retire comme ça sous des décombres. Qu'est-ce que vous dites? Moi, ce que je peux souhaiter, c'est vrai que quelqu'un ne souhaite pas le malheur en fait. Même si tu pars dans l'immeuble où il y a trop de confort, ça peut toujours arriver. Le reste, c'est de prier Dieu. Ouais. Ce que je peux souhaiter, c'est, lorsque vous arrivez, essayez de vérifier, comme vous m'avez posé les questions, si tout a été bien fait. Vous pouvez peut-être contacter un ingénieur, de vérifier pour vous si vous ne pouvez pas. Par exemple, moi, j'ai des ingénieurs, mais j'ai mon oncle Daoud Divins qui est ingénieur en bâtiment. Je ne lui ai jamais posé la question, est-ce que où je mets le studio là, est-ce que ça peut un jour faire ce genre de choses? Normes. Oui. Oui. D'accord. On va aller peut-être, si Colin nous permet, aller retrouver Harold Zedom, qui est ingénieur de génie civil. En quelques minutes, en 2 ou 3 minutes, réagir sur la thématique du jour. Bonsoir à tout le panel. Bonsoir à tous les téléspectateurs du Canal 2. Alors, mon intervention là est liée suite à l'effondrement qu'il y a eu dans la ville de Douala ce week-end. Alors, il faut dire d'entendre ici que la norme de construction est une priorité lorsqu'on émet le besoin de construire. Et chaque maître d'ouvrage, ou encore appelé client, celui qui émet le besoin de construire, doit comprendre qu'il doit respecter les normes de construction. Le respect des normes de construction passe par l'obtention légale du permis de bâtir. Alors, le permis de bâtir ici dépend, la condition du dossier dépend ici de chaque collectivité territoriale décentralisée ou encore mairie. Lorsque vous émettez le besoin de construire au préalable, faites-vous d'abord entourer d'un architecte. C'est l'architecte qui vous donne la monture, la vision de votre projet sur maquette. Après avoir obtenu vos différents plans d'architecture, vous avez votre terrain qui existe. Est-ce que le terrain que vous êtes à même de réaliser, ce sol, est capable de pouvoir le supporter ou le maintenir? Vous faites appel à un ingénieur géotechnicien ou à une équipe de géotechnique pour étudier votre sol. Ils vont étudier votre sol, vous donner la contrainte admissible de votre sol. C'est cette contrainte admissible qu'on vous remet et vous faites appel une seconde fois, une première fois à un ingénieur de génie civil. C'est l'ingénieur qui fait la structure de votre bâtiment. Il vous dit comment la fondation va se comporter, des semelles, des amorces, des longueries et des différents poteaux, des poutres. C'est lui qui fait la structure de votre bâtiment et le devis de votre projet. Tout à rappeler que tous ces différents corps de métier, l'architecte doit être inscrit à l'ordre, l'ingénieur inscrit à l'ordre qui approuve que oui, votre terrain est capable d'être réalisé sur ce sol. Lorsque vous avez déjà réuni tout cela, qu'il
sont des documents exigés par les différentes collectivités territoriales décentralisées ou mairies, vous faites joindre pour obtenir votre permis de bâtir à votre dossier un plan d'urbanisme. Parce que bien, il faut se doter des documents de planification des villes ou encore des documents de planification urbaine pour savoir si votre projet est à même d'être réalisé dans la zone. C'est comme on demande un plan d'urbanisme. Merci beaucoup, Harold, pour ces informations. On va faire un dernier tour de table pour sortir. C'est un sujet vaste. On reviendra dessus dans les prochaines éditions. Je commence par vous, Ulrich. En 2 mots, un conseil pour les personnes qui sont peut-être dans cette situation un peu à Mobile Guinness ou alors des situations à venir. Bien, Madame Lille, pour clôturer, je vais déjà attirer l'attention des maîtres d'ouvrage qui doivent respecter toutes les étapes qui entrent dans une construction d'un immeuble. Il faut qu'ils fassent des études géotechniques, des calculs de structure et mettre l'accent également sur le suivi des travaux. D'accord. Voilà. Bien compris. Alors, responsabilité et justice, Georges, des uns et des autres? Oui, c'est ça. C'est justement de prendre conscience que notre vie n'a pas de prix. Et je crois que le technicien, depuis Yaoundé, a suffisamment donné des orientations. Mais maintenant, en termes de plaidoyer, parce que je crois que nous devons être dans la prévention. Lorsque ce genre de catastrophe arrive, comment réagir justement nos institutions? Et je crois que c'est pourquoi en début je disais, voilà, il faut de plus en plus des jeux de simulation. Parce que je crois que la qualité de l'intervention, bien que salutaire, n'a pas été aussi parfaite qu'on aurait voulu l'avoir. Et je crois qu'on peut s'inspirer des simulations que nous faisons souvent lorsque on va organiser des grandes compétitions, les simulations sur le terrorisme. On peut régulièrement organiser ce genre de choses. Et à la suite justement de CICE, tous ces immeubles qui ont été identifiés comme des immeubles à risque, il faut prendre des mesures, des mesures préventives pour éviter d'autres hécatombes. CICE, commencer par détruire les 500 immeubles, menace ruine. Oui, commencer à détruire 500 immeubles, mais moi j'ai envie d'appeler ici, profiter de vos caméras. Vous savez que Canal 2 est très suivi partout dans le monde. Vraiment, je demande à l'État de mon pays d'apporter des solutions directes à tous ceux-là qui interviennent quand il y a ce genre de catastrophe. Parce que c'est dommage que jusqu'à aujourd'hui, il y a des personnes sous les gravats. Et vous étiez là-bas, j'étais là-bas. On ne va pas cacher. C'est compliqué. Pour vraiment essayer de trouver même des personnes qui sont encore vivantes. On ne fait qu'on a perdu du temps, on n'a pas de matériaux, alors des choses modernes et tout ça. Et ceux qui le font même, excusez-moi du terme, sauvagement. Ça peut même encore tuer les petits rescapés qui sont là. S'il vous plaît, comme vous avez équipé les bataillons d'intervention rapide, équipez aussi nos pompiers comme ça. Parce que les bataillons d'intervention rapide, peut-être, c'est pour vous sauver, mais les pompiers, c'est pour nous sauver. D'accord. DJ Freeboy. Vous repartez là-bas? Oui. On vient de m'annoncer qu'il y a même les survivants et encore les vivants sous la terre qui sont en train d'écrire. Donc je suis obligé d'être là. D'accord. Oui, je suis obligé d'être là. Nous allons veiller. Déjà, moi, je suis vivant, donc je dois aussi voir ce qui se passe là-bas. D'accord. Ouais. Beaucoup de courage à vous. Merci. Et on espère que vous aurez... Vraiment 2 secondes. Vraiment que l'État équipe justement ces institutions, les pompiers d'une cellule cynophile. Parce que vous écoutez ce qu'il dit. Donc il y a encore des personnes qui pouvaient être détectées justement par cette cellule cynophile, ces chiens-là qui peuvent... On peut se moderniser. Et puis, on a une fille qui est en train d'écrire là-bas des fusillères. D'accord. Ok, on va revenir... Les travaux aux professionnels du métier. D'accord, c'est compris. C'est compris. On reviendra ici. Il y a beaucoup de charlatans. Non, c'est compris. Il faut non, c'est compris, Ulrich, c'est compris. Rassurez-vous, Ulrich, on l'a suffisamment martelé ici. Il faut des professionnels pour ce qui est des travaux sur le terrain. On reviendra certainement pour faire le point. Mesdames, messieurs, ça a été un plaisir de vous avoir. On reviendra faire le point puisque la fouille se poursuit sur le terrain. Je vous retrouve demain avec une autre thématique et d'autres invités. Bonsoir. Thank you.